Bonjour Claire. Bonjour. Alors, on va parler de l'article que tu as publié dans la revue qui s'appelait A Museum and a Laboratory of Feminism, Dynamique mémorielle et enjeux politiques au siège du National Women's Party 1930-1960. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à ce sujet? J'ai travaillé déjà lors de ma thèse sur le National Women's Party. Il y a d'autres moments ou d'autres travaux que j'ai fait ces dernières années qui ont joué un rôle dans cet article. En effet, lors du congrès de l'Association européenne d'études américaines, j'ai participé à un atelier sur la question de la citoyenneté et de la négociation des espaces privés et publics. Et lors de cet atelier, j'avais proposé un travail sur justement les quartiers généraux suffragistes au moment de la lutte pour le droit de vote des femmes dans les années 1910. Et dans ce travail, en fait, j'avais étudié la façon dont ces espaces militants étaient des espaces politiques qui permettaient déjà aux femmes de participer à des dynamiques de citoyenneté dans les années 1910. J'avais également parlé de la question de la domesticité dans cet espace, qui est une question que je trouve très très importante, à savoir comment est-ce que les femmes habitent ces espaces militants, qui sont non seulement donc des espaces politiques, mais aussi des espaces domestiques. Et enfin, j'avais parlé de la question de l'intimité et des rapports entre femmes amicaux, voire amoureux, dans ces espaces. Euh, il y a un autre travail qui a une influence sur cet article, qui est un article que j'ai publié en 2020 dans Suffrage at 100, Women in American Politics since 1920, qui a été dirigé par Stacey Torrento et Leandra Zarnow et qui a été publié aux presses universitaires de Johns Hopkins. Et donc cet article parlait spécifiquement de la question mémorielle pour le National Women's Party dans les années 1920. Et en fait, je montrais dans cet article la façon dont cette organisation s'accaparait la mémoire du mouvement. Et puis, il y a un autre aspect de cet article portait sur la question d'une mémoire exclusive, puisqu'en fait, je démontrais comment est-ce que les militantes du National Women's Party avaient évacué les femmes non blanches de la mémoire suffragiste. Donc, cet article que je présente aujourd'hui est le fruit d'une réflexion entamée autour de ces questions, s'inscrivant dans un projet plus large portant sur les enjeux d'histoire et de mémoire pour les militantes suffragistes. D'accord. Et donc, dans cet article, quel en est le cœur et quelles en sont, enfin, s'il y a une conclusion ou deux que tu voudrais souligner, ce serait lesquelles? Mhm. Alors, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le titre de l'article, c'est A Museum and a Laboratory of Feminism. Et enfin, donc là, le titre porte cette citation. Et donc, cette citation vient d'une suffragiste. Et en fait, on la retrouve dans beaucoup de publications de cette époque, notamment dans les années 1930. Et donc, je suis vraiment partie de cette citation pour analyser ces deux images, celle du musée et celle du laboratoire. Et puis surtout, essayer de penser le lien entre ces deux images qui, selon moi, révèlent un rapport consubstantiel entre le lieu militant et les dynamiques de mémoire, à savoir les dynamiques de préservation, de production et de transmission de la mémoire. Puisqu'en effet, le musée est un lieu où la mémoire persiste, elle est entretenue, mais aussi cristallisée, voire mise en scène ou sublimée. Et puis d'un autre côté, le laboratoire renvoie plutôt à la question des méthodes et des tactiques et des pratiques militantes et politiques. Il y a aussi un autre point qui me semblait important, qui était que ces deux images renvoient aussi à la centralité des enjeux de savoir dans les dynamiques politiques des mouvements sociaux. Et donc cet article posait plusieurs questions, dont une concernant le fonctionnement ou l'articulation entre le lieu, la construction de l'identité collective et la mémoire.
Et puis, une autre question que cet article soulève et qui est bien sûr nécessairement liée à celle que je viens d'évoquer, c'est la question du pouvoir et des enjeux de pouvoir, à savoir comment est-ce que l'histoire et la mémoire peuvent potentiellement être des instruments de pouvoir au sein des organisations, mais aussi dans l'espace public. Euh, Mm. donc, au cours de cet article, j'ai pu analyser les opérations, les pratiques ou les moyens qui permettent de produire des représentations et des interprétations du passé. En fait, pour moi, ce qui est très important, ce sont tous les enjeux d'ordre épistémologique qui se posent en fait derrière ces pratiques. Alors, ces pratiques, elles incluent, l'article le développe, des rites mémoriels collectifs, comme par exemple des performances, mais aussi des conférences. Et puis, l'article parle aussi du rôle de la bibliothèque et de la bibliothécaire qui a œuvré pour promouvoir l'histoire et la mémoire de ce mouvement. Et donc, toutes ces pratiques forment ce que j'appelle des pratiques historiographiques, c'est-à-dire que ces différentes pratiques servent à forger un discours sur l'histoire du mouvement, mais aussi des savoirs et des représentations qui sont transmises. Et donc, on pourrait parler de formes d'instrumentalisation de la mémoire et du lieu à des fins politiques, dans les campagnes politiques, bien sûr, mais aussi dans la mémoire du mouvement pour le droit de vote et au sein de l'organisation elle-même. Et donc, pour revenir à la question des conclusions que je tire à l'issue de cet article, ce qui me semble important, c'est vraiment cette idée que la mémoire et l'histoire sont le fruit de choix et de construction politique de ces femmes. En fait, l'une des questions qui guide mon travail tient au récit que l'on raconte, que l'on transmet et aux représentations de l'histoire que nous avons. Et donc, j'essaie de remettre en question la représentation de ce mouvement même, le rôle qu'il joue dans l'historiographie états-unienne, en essayant d'analyser la construction de ces éléments par le mouvement lui-même. Pour terminer, ça fait donc 1 an que nous avons publié le numéro. 1 an plus tard, où en es-tu de ton travail sur ces questions? Est-ce que il y a eu des prolongements ou est-ce que tu es parti dans une nouvelle direction? Alors, cet article a été très important parce qu'il a permis pour moi de mettre en forme plusieurs idées que j'ai pu poursuivre. Donc, par exemple, j'ai un article qui va être publié prochainement dans un recueil qui s'intitule Conseiller recommandé enjoindre, la littérature prescriptive aux États-Unis, 19e, 20e siècle, genre, race, classe. C'est un ouvrage qui a été dirigé par Hélène Le Dantec-Lowry, Christine Bryson et Fabien Mostura et qui sera publié aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Et donc, j'avais proposé un article sur l'historienne Mary Beard et son projet d'archives féministes, The World Center for Women's Archives. Et donc, en fait, il me semblait qu'il y avait des liens très forts entre cette tentative de Mary Beard de forger un espace à soi pour les femmes et pour les féministes qui correspond en fait à la même période. Et Mary Beard avait des liens forts avec le National Women's Party. Donc, cela m'a permis en fait de poursuivre cette idée. Et je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'efforts pendant cette période. Donc, pendant les années 20 et les années 1930, il y a de nombreuses féministes qui cherchent à construire des centres d'archives et des bibliothèques, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, l'article donne l'exemple du National Women's Party, mais il y a par exemple une organisation qui s'appelle la Susan B. Anthony League et qui, dans les années 20, cherche également à construire un lieu pour les femmes, pour l'histoire des femmes, qui serait donc potentiellement une bibliothèque, un musée. Donc, il y a beaucoup de féministes qui travaillent, donc aussi bien aux États-Unis, mais aussi en Europe, sur ces questions de transmission de l'histoire des mouvements féministes. Et je pense que c'est un aspect important
de l'histoire des féminismes. J'ai également soumis un manuscrit qui a été accepté, qui traite de la question des suffragistes et des politiques de l'histoire. Et Mm. donc, ce manuscrit porte sur l'histoire et la mémoire comme façon d'exercer un pouvoir, tant au niveau discursif et au niveau des représentations, euh, que au niveau social, culturel, politique et idéologique.